OK, ça, ça c'est fait. Oh, c'est bon. Voilà. Ça y est presque. Une petite minute et puis... Je reviens. Vous êtes prêts? On est prêt. À l'attaque. Allons-y. Oh. Allez, on y va? Je vais partager l'écran. Bonjour à tous et à toutes. Désolé, j'ai une voix un peu rocailleuse aujourd'hui. C'est mon côté rocker, mais c'est surtout que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. J'imagine que je suis puni par où j'ai pêché. C'est la 4e classe de maître autour du saké, dans l'univers du saké, du Nihonshu. Nihonshu étant, pour ceux qui ne savent pas, étant le vrai nom déposé de l'appellation saké au Japon, parce qu'il existe des sakés en Chine et ailleurs, et le Japon a vraiment voulu marquer le coup et se démarquer. Donc, le saké au Japon, c'est Nihonshu. Et Nihonshu veut dire quoi, Nico? Nihon qui veut dire Japon et Shu, pays, donc le. Oula! Non, Shu, alcool, pardon, excusez-moi, Japon et alcool. Excusez-moi, j'étais parti sur autre chose. Elle commence très très bien cette masterclass, dis donc. Il était dans Nihonbashi parce qu'on parle beaucoup de Nihonbashi de cet instant parce que c'est un quartier du Japon qui est en train de redynamiser et sur lequel on risque fort de faire des choses très inspirantes qu'on vous reparlera un jour ou l'autre. Alors, Nihonbashi, Nihonshu. Donc, là, je dévie, mais vous me connaissez, je suis comme ça. Donc, je vais droit au but, mais en passant par 4 chemins des fois. Alors voilà. Donc aujourd'hui, classe de maître, la 4e, merci beaucoup à la CSP, à toute l'équipe, à sa nouvelle présidente et à toute la nouvelle équipe de direction de la CSP. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'avoir fait ces 4 masterclass autour du saké avec la CSP, l'Association canadienne des sommeliers professionnels, le chapitre du Québec, mais à l'ensemble du Canada. En bilingue, donc on parle français, mais le keynote partagé, le PowerPoint est en anglais. On aurait pu faire le contraire, mais bon, le Québec, c'est une province francophone. Et pour moi, c'est important de parler en français, même si on le faisait bilingue. Voilà, c'est la 4e. Aujourd'hui, on va parler de l'harmonie Maven. Je vais tout de suite, je suis avec Nicolas Rocher. C'est pour ceux qui embarquent, qui ne savaient pas. Nicolas est avec nous. C'est notre collaborateur direct dans tous les projets Chartier, créateur d'harmonie. Il vit à Barcelone avec nous. Nicolas Rocher est un sommelier, mais beaucoup plus qu'un sommelier, est un ami. C'est bien dit comme ça, hein? Ouais. Donc, Nicolas travaille avec nous sur le projet Saké aussi, bien sûr, au niveau de l'élaboration, la philosophie, l'assemblage, la mise en marché, le marketing, la communication, dans l'ensemble du projet Saké, directement lié à nous. Donc, merci Nico de toujours être là. Maintenant... Merci, merci à toi à chaque fois de m'accepter. Je te laisse partager l'écran et on va commencer là-dessus. Oui, on t'accepte, voilà. Me tolérer presque. Me tolérer. Oh, quand même, c'est grand, c'est beaucoup. Voilà. Donc, aujourd'hui, classe de maître avec Nicolas et François. La photo que vous voyez en arrière, il y a aussi notre ami, que je le vois, là, Kimura-san, qui est Yoshonibu Kimura, qui est le sommelier propriétaire du restaurant Sushi-M à Tokyo. C'est une photo qui a été prise là-bas. Sommelier incroyable, hors pair du Japon. Il était 10 ans maître sommelier chez... comment ça s'appelle? Aramasa. Voilà. Restaurant incroyable, 3 étoiles Michelin, meilleur restaurant en Asie, au Japon, il y a 3, 4, 5 ans. Donc, il a ouvert son restaurant avec un ami chef, donc Sushi M à Tokyo.
Donc, un petit aparté. Donc, on revient dans l'univers du Japon, du Nihonshu. Donc, aujourd'hui, Matching Sake and World Cuisine. Donc, Augmented, Magnify, Multiply, ça veut dire augmenter, magnifier, multiplier par la science d'harmonie moléculaire, voilà, science aromatique d'harmonie moléculaire, mais pas seulement ça. Dans l'ensemble, on va essayer de jouer un peu sur les textures et vous montrer quelques idées de base et parler des harmonies qui se font avec cette approche d'harmonie moléculaire. Je fais un petit retour, j'en ai déjà parlé, mais juste au cas pour rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que c'est cette science d'harmonie moléculaire-là qui permet de faire les harmonies mets et vins, qui permettent de créer de la cuisine, inspirée des vins ou pas, inspirée des sakés, inspirée de tout. Donc, les harmonies à table, on va l'appeler comme ça parce qu'on ne boit pas que du vin, on boit du saké, on boit de la bière, on boit des cocktails, on boit de tout à table. On boit des thés, des cafés. C'est pas tout le monde qui boit de l'alcool. Donc, en combinant des ingrédients ou des liquides dominés par une ou plusieurs molécules aromatiques de même famille, le résultat est plus grand que la somme des parties. Donc, 1 + 1 = 3. Ça résume la science d'harmonie moléculaire, c'est qu'en mettant deux ingrédients ensemble, l'amande fraîche et le persil du taboulé libanais, bien 1 + 1 = 3. Pourquoi? Parce qu'ils partagent 3 molécules de même famille. On les met ensemble, ça explose. On crée du bon, on crée des saveurs, on crée de l'expressivité. La même chose si on met un Sauvignon blanc, un Verdero ou certains sakés qui ont un profil très anisé comme le Sauvignon blanc, on le met avec, et 1 + 1 = 3 encore une fois. Donc, toute cette science-là est basée sur l'effet de synergie aromatique. C'est l'effet du 1 + 1. On génère du WAR, en gros. Ça a été prouvé, ça a été publié dans Taste Buds and Molecules et les livres que j'ai publiés par la suite. Et ça a été prouvé à 2 reprises par Scientific American Magazine et par Nature Magazine. Ce qui est venu apporter beaucoup de solidité à cette nouvelle science-là, qui est une science gastronomique. Dans le sens que ce n'est pas que pour l'harmonie mets et vins, c'est aussi pour la créativité en cuisine, la compréhension des gestes qu'on pose en cuisine, des recettes qu'on a créées depuis tous les temps, en partie, et ouvrir des portes en créativité. Sautons dans le vif du sujet directement. Pourquoi on entend toujours dire que le saké marche avec tout? Pourquoi le saké, on dit ça depuis toujours, vous ouvrez les livres, vous parlez avec les professionnels de saké, les amateurs pointus du saké, le saké semble aller avec tout. C'est toujours un peu incongru d'entendre dire qu'un produit va avec tout, parce qu'en quelque part, c'est faux. Tout ne peut pas aller avec tout. Mais il y a des produits qui vont un peu plus que d'autres, qui ont une plus grande polyvalence. Et le saké fait partie de ces produits-là qui ont intrinsèquement une plus grande polyvalence. Pourquoi? Déjà en partant, il y a 5 fois moins d'acidité dans le saké que dans un verre de vin blanc ou de vin rouge. On compare avec du vin blanc parce que le saké est blanc en général. Donc, on compare. Donc, 5 fois moins d'acidité. Donc, au niveau de l'harmonie, j'y reviendrai après, vous verrez, c'est intéressant. Il n'y a pas d'amertume ou pratiquement pas d'amertume dans le saké. C'est très rare. Donc, on n'a pas à jouer dans les harmonies au niveau des textures, d'apprendre en compte l'amertume. Il n'y a pas de tanin. Souvent, ce qui cause difficulté, je dirais à 90% des fois, beaucoup plus facile de créer des harmonies avec des vins blancs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tanin. Beaucoup plus compliqué de créer des grandes harmonies à tout coup avec les vins rouges parce qu'il y a des tanins. Les tanins apportent une 3e dimension, c'est extraordinaire, mais souvent, ce n'est pas facile à positionner dans cette notion-là. Donc, il y a plus d'umami, donc d'acide aminé. Donc, cette présence-là en bouche, plus d'umami, donc crée une sensation de sucrosité. Ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas sucré l'umami. Mais il y a quelque chose dans cette épaisseur veloutée-là que l'umami arrive qui donne ça. Il y a plus d'acides aminés. Les acides aminés, les 3 acides aminés dominants dans l'umami sont dans le saké. Donc, ça permet des harmonies avec des poissons. Il n'y a pas d'acide sulfureux et il n'y a pas de fer dans le saké. Donc, encore une fois, c'est intéressant que le poisson. Pourquoi? On va y arriver. Ouf, voilà. Je vais fermer ça ici. OK. Le fer. Le fer dans le vin accélère l'oxydation des gras polyinsaturés qui sont dans le poisson et dans les coquillages, qui résultent, quand on boit du vin en mangeant certains poissons et certains coquillages, et certains vins, résultent en des arômes de poisson et des goûts de poisson. Alors là, on a la réponse. C'est des preuves scientifiques, hein? Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Les recherches scientifiques qui ont été faites par les Japonais et par certaines universités en Europe, et même à l'Université Davis,
en Californie, qui prouve ça. Donc, à cause du fer, on va créer ça. Souvent, vous mangez du poisson, vous buvez du vin, et quand vous prenez votre verre, après 2-3 gorgées, juste le bord de votre verre, juste le rebord de votre verre, ça sent le poisson. Bien sûr, vous mangez du poisson, mais votre poisson ne sent pas le poisson. Le poisson qui est frais, ça ne sent pas le poisson. Ça n'a pas des fishy odors, comme on dit. Donc, en plus, les acides sulfureux dans le vin causent aussi des arômes de poisson. Donc, spécialement dans la sèche. Donc, mais il n'y a pas de fer et il n'y a pas d'acide sulfureux dans le saké. Il peut arriver quelquefois qu'il y a un peu de fer, tout dépend des types d'eau qu'on a utilisés pour faire le saké. Donc, je vous le dis pour ceux qui connaissent très bien l'apport de l'eau dans la production du saké, mais c'est très, très rare parce que c'est très rare qu'il y ait du fer dans les eaux au Japon. Donc, déjà là, c'est intéressant. On apporte en lumière pourquoi le saké va souvent mieux avec l'ensemble des poissons et des coquillages, les crustacés. Une des raisons, elle est ici. Le sel. Donc, le sel augmente la perception de l'umami. Donc, plus on a un aliment salé ou plus on ajoute de sel dans ce qu'on mange, entendons-nous, plus l'umami va être présent. Donc, c'est très intéressant. Puis quand on regarde la cuisine japonaise, il y a beaucoup d'aliments naturellement salés. C'est très intéressant. On a cet impact d'umami-là en bouche. Il y a de l'umami dans les sakés, spécialement les sakés junmai. Il y a plus d'umami, plus d'acide aminé dans un junmai que dans un ginjo ou un daiginjo. Donc, après ça, il y a d'autres types de sakés, là, mais juste pour faire une comparaison. Les fromages sont riches en acides aminés et sont salés. Donc, plus un fromage est riche en acides aminés en vieillissant, comme un vieux Parmigiano Reggiano, un vieux gruyère de 24-36 mois, plus il va être riche en acides aminés, plus il va créer une harmonie incroyable avec le saké, spécialement avec les junmai. Plus il est salé, généralement, souvent en vieillissant, le saké a un apport de sel intéressant, naturellement, ou en le cuisant, une fondue au fromage, en cuisant, ou une raclette, on a une sensation de salé qui sort plus du fromage. Mais avec un saké, c'est très intéressant parce qu'il y a une perception d'umami plus grande. Et on sait que l'umami, c'est une perception, on traduit ce mot par savoureux. Moi, je dirais par présence. J'aime bien l'idée. C'est créer de la présence en bouche, du volume, l'expressivité. Alors, tant mieux si le produit a l'air encore plus expressif. Plus de volume, plus de texture, plus d'ampleur. C'est ce qu'on cherche. On cherche à être touché par ce qu'on goûte. Donc, en plus, l'acidité élevée dans le vin réduit la perception de l'umami dans les ingrédients. Donc, bien sûr, je ne dis pas qu'on n'aura pas de perception d'umami avec le vin. Je veux juste dire que c'est prouvé, plus qu'il y a de l'acidité dans un vin, moins on sent l'umami. Donc, bien sûr, il y a des vins chardonnay élevés en barrique, bâtonnés, spécialement de pays chauds, plus d'acides aminés. Pourquoi? Parce que dans les lits, il y a des acides aminés, dans la barrique, on travaille des lits, on crée de l'umami. Pas énormément, mais il y en a. Donc, mais l'acidité que dans le même vin va un peu réduire la perception de l'umami dans les ingrédients. Donc, il y a c'est comme les acides aminés du vin qui sont annulés par l'acidité qu'il y a dedans. Donc, tout ça pour dire, je ne suis pas en train de démolir le vin, là, je suis juste en train de comparer. On essaye de trouver un chemin. Pourquoi, je reviens en arrière, pourquoi les sakés sont supposés être des meilleurs accordeurs de piano à table que le vin? Donc, les raisons sont là. Pourquoi on a toujours dit ça? Alors, c'est une des raisons. Après ça, il y a différentes façons d'approcher l'harmonie avec les sakés. Il y a l'harmonie aromatique avec l'harmonie moléculaire et la sommellerie moléculaire. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre en parlant des junmai, des ginjo, daiginjo et des koshu. Donc, les junmai sont des sakés sans ajout d'alcool dans l'élaboration. Et il faut que le riz soit poli, un minimum de 60%. Ça veut dire qu'il reste 60% du grain de riz après avoir poli le riz, avant de faire l'élaboration du saké. Ginjo, daiginjo, la même chose. Et les koshu, c'est une catégorie un peu spéciale, très intéressante, de saké vieilli 3 ans en cuve avant d'être mis en marché.
La législation est un peu souple. Il y a toutes sortes de cochous. Les chocos qui sont vieillis 10 ans, 20 ans en cuve, d'autres vieillis en bouteille. Il y a un peu de tout. Là. C'est pas un fourre-tout, mais il y a un peu de tout. Mais disons que les cochous, en gros, sont des sakés vieillis avant d'être mis en marché. Donc, puis qui ont une couleur beaucoup plus évoluée, quasiment jaune, comme ce que vous voyez là, le jaune doré. Donc, et qui ont des notes d'oxydative. On y viendra, on va en parler. Tout à fait. Sur les cochous, on peut presque comparer dans le monde du vin un peu au rancio. C'est-à-dire, vous n'avez pas de vraie catégorie. Qu'est-ce qu'un vin rancio si vous cherchez, que ce soit en Espagne ou même dans le sud de la France ou les régions? Finalement, rancio, vous parlez d'une note aromatique, d'une évolution. Donc, le producteur peut dire, j'ai fait un rancio. Il n'y a pas un type de vieillissement, il n'y a pas un temps précis. Et les cochons, on peut se retrouver là-dedans également. Finalement, c'est à la perception. Le japonais va dire, ah, ça, c'est un cochou. Donc, en général, plus de 3 ans, parce qu'on sait que les notes évolutives arrivent à ce moment-là. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a des cochous qui font 3, 5, 10 ans. Il n'y a pas de vraie législation. Et le comparatif avec les rancio peut être quelque chose pour entendre ceci. Tout à fait. Je te laisse suivre, Nico, si tu veux présenter les Junmai. Donc, les Junmai, pour rappeler, c'est des sakés. On parle des Junmai, donc sans ajout d'alcool et également avec des polissages assez faibles. Donc, on garde plus de 60% du riz. Et comme disait François, on a beaucoup plus d'acide aminé, beaucoup plus de puissance. On dit souvent que les Junmai ont aussi un peu plus de structure en bouche. L'ajout d'alcool vous donne souvent une petite vibration, une sensation de fraîcheur. On en a parlé sur certaines masterclass auparavant. Et donc, vraiment, cette texture en dégustation, on va développer des arômes de lactone. Alors, les lactones, c'est vraiment ce côté coconut, pêche, abricot, cette texture, cette puissance en bouche qui est due aussi aux acides aminés. Diacétyl, tous les arômes autour du beurre, des fromages, des yaourts. Donc, on revient à la même sensation également en fin de bouche et d'autres molécules aromatiques comme isomaïl et phényléthyl. Vous voyez qu'on parle souvent de caproatéthyl dans les sakés, on en parlera juste après. Et ici, elles ne sont pas présentes parce que dans les Junmai, ce n'est pas vraiment la caractéristique principale. On est vraiment sur des choses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus volumineuses en bouche et sur des arômes un peu plus presque, j'aime utiliser le mot rustique, mais dans le bon sens du terme rustique. Oui, donc ça nous donne déjà des ingrédients, donc des molécules dominantes avec des ingrédients pour cuisiner, pour créer des harmonies. Il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr, mais c'est juste une base pour montrer les molécules dominantes, le profil aromatique qui participe à la texture, qui participe à l'ensemble de la saveur. Hein. Les arômes participent. Ces molécules-là sont des molécules aromatiques, mais qui ont un impact inévitablement sur le profil de saveur, de texture des produits. Hein, les lactones, on trouve les lactones dans les vins élevés en barrique. Déjà en partant, un vin élevé en barrique a une texture, il y a un profil qui n'est pas le vin élevé en cuve inox. Donc, ça va beaucoup plus loin, les molécules aromatiques. Hein. Les arômes, c'est une chose, mais elles ont un impact physique et les lactones sont des molécules physiques. Ils existent bel et bien dans le vin. Bien sûr, on parle de l'infiniment petit, mais c'est pas grave. Elles sont là. Elles ont un apport. Et elles sont là et elles nous le prouvent avec la température de service. On en parlait il y a un mois avec Xavier Tuisa. C'est vrai que tous ces sakés de Junmai aiment monter en température. Pourquoi? Parce que ce côté se dégage. On a quelque chose de beaucoup plus volumineux en bouche et c'est ce que tu disais sur les Bourgognes. Un grand Bourgogne élevé en barrique, le servir à 7 degrés n'a pas grand intérêt. Commencer à le servir à 14-15 et c'est là où vous allez voir justement ce volume en bouche. Et sur les sakés de Junmai, c'est exactement ceci. Ce qui nous permet d'ailleurs de faire des accords fabuleux sur des choses beaucoup plus grasses, beaucoup plus de texture. Donc là, on a un superbe filet de bœuf. On voit ce gras qui va se rejoindre sur les lactones. On a également les noix de Saint-Jacques ou tout ce qui est beignet, où on a besoin, les beignets, finalement, qu'est-ce qui revient? C'est ce côté diacétyl, ce côté gras, ce côté beurre, ce côté croustillant, un peu pain. Et ici, on va le retrouver sur les Junmai. Donc, si vous avez du Junmai, laissez-les monter en température et allez jouer sur ces choses-là, ces choses qui demandent de la mâche, ces choses qui demandent presque à saliver. Et ici, vous retrouvez tout à fait des sakés. Mettez sur un bœuf wagyu, un ginjo, quelque chose de très fin. L'accord va être beaucoup plus compliqué. On le verra après pourquoi. Parce que sur les molécules dominantes, on est sur quelque chose de différent. Ah oui, c'est ça, exactement. Et ça nous donne une palette. En plus, on peut jouer sur les températures. Vous disait Nicolas, les températures de service du saké Junmai, on peut monter en température énormément. On peut chauffer les Junmai. Donc, ça nous donne une palette de possibilités harmoniques très différentes. On le verra tantôt. On fera un essai, je vous montrerai, on dégustera en direct et vous verrez l'impact des températures. Alors ici, vous voyez avec les Junmai, les pétanques saisies, le saisi du pétanque est riche en umami. On fait un air de dashi. Alors, le dashi, c'est très riche en umami. C'est le kombu avec les shiitake.
Le kombu, c'est l'algue. C'est le produit le plus riche en umami, en acides aminés sur la planète. Donc, avec miso ou pas, ici, c'est un air de kombu. Il n'y a pas de miso. Puis avec des shiitake, puis avec un vieux Parmigiano Reggiano de 36 mois. Et là, c'est umami par umami par umami. Là, on multiplie par 3. Donc, c'est au cube. Hein. Ici, c'est umami au cube avec un junmai à température élevée. Et là, ouais, c'est ça. Hein. Au Québec, c'est débile. Et on a besoin de cette. Quand on mange ces fromages, surtout des vieux parmesans, ça reste. Alors, désolé l'expression, mais ça reste souvent un petit peu sur les dents. On a toujours cette petite couche très fine. Et je trouve souvent sur des vins justement très droits, très fins, vous avez cette acidité, comme tu disais, qui disparaît. Mais finalement, le parmesan reste beaucoup plus longtemps en bouche. Et on a toujours cette sensation, à un moment, il y a l'accord parfait, mais finalement, le parmesan est resté et les arômes disparaissent. Les junmai, une fois de plus chauffés, on cette patine en bouche, on se gras. Il y avait Ferran Centelles, un grand sommelier espagnol, qui disait on a l'impression qu'il y a plein de petits Japonais qui nous frottent la bouche et on a quelque chose qui nous polie. Et c'est vrai que c'était une très belle image pour définir ça, parce qu'il reste en bouche et il continue à jouer avec ce gras, cet umami des parmesans. Et c'est vrai que c'est des accords un peu plus longs en bouche où les deux continuent à jouer, parce que c'est vrai que les parmesans, ou même des vieux goudas, c'est très puissant et très long en bouche par la texture, parce que ça reste en bouche. Et ceux qui ne savent pas, le copeau de parmesan qu'on voit là, de vieux parmesan, 36 mois, les taches blanches, c'est les acides aminés qui ont cristallisé en vieillissant. Donc, on a même de voir que c'est riche en umami en plus, quand on le sait, bien sûr. Donc, quand vous achetez un Parmigiano Reggiano qui est vieux, plus qu'il a de cristaux comme ça, dites-vous que ça va goûter quasiment le sucre à la crème, là, tellement que c'est riche et onctueux et sucré. C'est très intéressant. Après ça, il y a les ginjo, les daiginjo. Donc, ici, on est dans le vin. Nicolas parlait tantôt du caproate d'éthyle et tout ça, mais c'est l'univers beaucoup du melon vert, du concombre. On est dans une autre famille aromatique et on joue dans la fraîcheur, dans l'élégance. Le côté ici, c'est comme un croisement de 3 routes, là, le côté anisé, le côté fruité, mais jaune, vert, banane un peu, et le côté très floral. Donc, puis, tout dépendant, bien sûr, le riz qu'on a utilisé, l'eau, de quelle région on vient du Japon, comment on a travaillé, et on va avoir des ginjo, des daiginjo qui vont être un peu plus floral, qui vont être très gewürztraminer, pour vous donner un exemple, qui vont être très rose, litchi. Vous allez avoir d'autres daiginjo qui vont être un peu plus anisés, d'autres qui vont être un peu plus fruités à fond, là, vert. Ça en met le nez dedans, là, c'est le melon qui éclate, puis le concombre, puis les pommes vertes. Donc, c'est très intéressant. Tu veux ajouter, Nico? Non, tout à fait, c'est un monde intéressant de voir la différence. Si vous pouvez aller acheter un junmai et juste un ginjo, vous allez voir la palette aromatique est totalement différente. Dans le cas précis, on a mis ginjo et daiginjo ensemble. Pourquoi? Pour regrouper les grandes catégories. On en discutera après, comme François l'a mentionné. Il y a beaucoup de détails différents pour produire du saké. On est dans les grandes généralités, mais c'est vrai que c'est clairement ce qui ressort. Et là, on revient sur la température, souvent servi un peu plus frais pour avoir justement cette finesse aromatique et chercher des notes très florales. Et c'est vrai que le rose litchi vient sur les daiginjo. On avait beaucoup rigolé là-dessus en se disant, mais comment le riz peut donner ces notes-là? Bon, il y a autre chose que le riz, évidemment. Il y a les levures, bien sûr, entre autres. Puis qui n'est pas un tabou dans l'univers du saké, et puis qui est même, on a fait déjà dans le passé, vous pouvez aller sur le site de Tanaka, sur la partie communautaire du site. La sakégraphie, on a mis la vidéo de ce qu'on a fait. On a parlé déjà, on a fait une masterclass sur les levures en disant est-ce que les levures sont le terroir du saké? Mais juste après ça, on en a fait un autre. Est-ce que l'eau est le terroir du saké? Est-ce que le riz est le terroir du saké? Donc, le saké est probablement le produit qui a l'élaboration le plus complexe dans l'univers des boissons. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. Mais à la base, un vrai saké, c'est que du riz, de l'eau, des levures et du koichi. Rien d'autre, là. Donc, c'est là qu'on voit cette grande complexité-là et qui permet de faire, quand on parle bien sûr, on généralise, puis on montrera tantôt comment on peut être beaucoup plus pointu, puis on peut séparer les ginjo, les daiginjo, les junmai ginjo, junmai daiginjo, puis les styles des différentes brasseries, bien sûr. Là, on fait des grandes généralités pour pouvoir donner une ligne de conduite. Donc, avec ces sakés-là, ben, quand ils sont très floraux, on peut jouer avec la rose, comme en haut à gauche, la rose et le litchi. Quand ils sont très anisés,
on peut aller jouer facilement avec toutes les herbes anisées. Ça veut dire basilic, estragon, shiso, cerfeuil, persil, tous les légumes racines, le fenouil, le bulbe de fenouil, tout ça, c'est l'univers des anisés. Donc, après ça, après ça, en bas à gauche, si on est dans le concombre, dans le poivron vert, on joue la note plus fruitée. Donc, c'est intéressant. Ça donne déjà des lignes de conduite pour choisir des plats pour aller avec nos sakés ou choisir des sakés pour aller avec nos plats ou pour adapter. On mange des huîtres. On peut servir une huître, mais une huître très grasse, très onctueuse, comme les huîtres qui viennent du Nouveau-Brunswick, la honeymoon, puis la opus, tout ça, c'est quasiment de la viande. Tellement ça a les arômes de viande. C'est tellement riche en umami. Avec un jus c'est extraordinaire. Les huîtres de Bretagne, plus fraîches, plus concombres, c'est très marqué par des molécules de concombre, d'ailleurs, un melon vert, mais avec un saké d'Agenjo ou de Genjo, c'est extraordinaire. Après ça, on peut trafiquer les huîtres en ajoutant des herbes, des huiles parfumées, des fruits. On n'est pas obligé de toujours mettre la mignonnette, on peut aller ailleurs. Donc, il y a 1000 façons de faire. Après ça, il y a la grande catégorie des cochous. Je te laisse parler un peu des cochous, mais je sais que ça te branche. Les cochous, c'était donc à la masterclass, on en discutait dans le mois dernier, c'était une des grandes révélations. C'était de voir. C'était presque anormal, c'est presque une anomalie dans la tradition du Japon qui est vraiment sur consommer les sakés rapidement. Et que tout ce qu'on lit, c'est rapidement, ça doit être jeune, frais, fruité. Et au final, quand ça vieillit, on retombe sur ces notes donc, fameuses de Sotolon qu'on retrouve également dans le sud de l'Andalousie sur des vieux Jerez. On retrouve sur des grands vins jaunes, évidemment, en France. Et là, on commence à avoir beaucoup plus de complexité aromatique peut-être. Et on peut aller sur des gammes très différentes. C'est-à-dire qu'on ne perd pas vraiment la texture. Alors, en général, les cochous, il faut savoir, dans les grandes lignes, ce sont souvent des junmai. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des polissages plus élevés, des sakés avec plus de puissance déjà au début pour pouvoir supporter ce vieillissement et cette oxydation. Et ici, on va aller jouer donc sur cette texture, sur cette puissance et on va rentrer dans la gamme du curry, de la sauce soja, des noix. Et ça devient du sirop d'érable. Excusez-moi, j'ai oublié qu'on était avec la CSP. Il faut que je parle du sirop d'érable. J'ai vu François me regarder. Et on va avoir cette complexité aromatique. Surtout, ici, on va jouer sur la fin de bouche, sur la puissance. On parle de produits quand même qui sont très longs, très aromatiques. Et il va falloir quelque chose pour les tenir. Et c'est ce qu'on retrouve sur les cochous. Alors là, je conseille d'aller même à plus de 3 ans. Et on va voir cette jolie évolution sur ces produits-là. Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport au junmai. Les cochous sont souvent des junmai. Et une note qu'on n'a pas dit pour ceux qui sont un peu moins initiés au saké, entre les junmai et les daigenjo, les genjo, depuis de nombreuses années, c'est la course folle au daigenjo qui serait les plus grands sakés, la plus grande catégorie, parce qu'ils sont polis. Le polissage descend énormément, jusqu'à 28, 30, 35. Bon. Pas que je ne suis pas d'accord avec ça, mais je veux juste dire qu'il y a un produit pour chaque moment. Il y a des différents styles de produits. Vous avez bien compris, le junmai a beaucoup plus de umami, plus de volume, plus de potentiel de vieillissement. C'est un autre produit. Le koshu, lui, est à part. Là, on parle du koshu, mais je veux juste faire une petite parenthèse entre le junmai et pas le koshu. Junmai et daigenjo et genjo. Et daigenjo et genjo vieillissent pas vraiment aussi longtemps qu'un junmai, et on veut les capter justement sur leur élégance, leur pureté, leur fraîcheur, leur côté floral, leur côté fruité ou leur côté anisé. Donc, c'est un autre game totalement. Donc il y a un type de saké pour ce qu'on mange, pour ce qu'on aime, nos préférences, tout ça. Pour moi, junmai et daigenjo sont sur le même pied d'égalité. Je ne vois pas de différence entre les deux de qualité, parce qu'il y a des très grands junmai, puis il y a des petits daigenjo, mais il y a des très grands daigenjo et de petits junmai. Donc, ouvrons les horizons, là, puis inspirons-nous de ces produits. Donc, tout à fait. Il y a Vas-y, Bruno Nico. Scavo qui dit une phrase et qui a entièrement raison. Il parle de. C'est vrai que nous, on recherche la longueur en bouche, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, sans doute par notre bagage de sommelier, on va dire, quand les Japonais recherchent. C'est vrai qu'on en discutait le mois dernier encore avec Xavier Tuisa, où le Japonais, le rôle du saké, surtout au restaurant, qu'est-ce que c'est finalement? C'est d'arriver en bouche, moins la longueur, au contraire, que ça coupe et qu'on puisse recommencer à manger. C'est ce qu'on discutait sur le service au restaurant traditionnel. Et il y avait Gwenaël qui disait des tests Poutard saké
ça peut être intéressant. Gwenaël, je crois que tu as malheureusement spoilé le futur accord qu'on voulait faire cet après-midi parce qu'effectivement, la poutargue avait été achetée et c'est un accord qui est absolument fabuleux. Alors, mon japonais est peut-être mauvais, ils appellent ça karamushi de mémoire. Je vais retrouver exactement le nom au Japon et c'est fabuleux. Ils le font même, la poutargue en général, eux, ils la font vieillir dans le sake kasu, donc dans la pâte de saké. Et là, vous avez un accord qui est absolument hors du commun et c'est un produit qui est absolument fabuleux et là-bas encore plus. Mais bon, celle-ci est très bonne également. Oui, c'est un produit complètement unique. Et là, on voit ce qu'on disait tantôt, Nicolas, les cochous sont riches en sotolon, comme les vins jaunes, Château Chalon, les Jerez, donc les Sherry, Amontillado, Oloroso, les vieux rhums bruns âgés, les vins blancs âgés depuis 5-6 ans en bouteille, les vieux champagnes, les thés oolong, les vieux sauternes. On est dans cet univers-là. Donc, on touche à plusieurs ingrédients pour s'amuser et à créer des harmonies à table. Donc, ici, regardez, c'est un cochou 1994. Superbe saké, un des grands sakés que j'ai goûté dans ma vie. J'ai goûté ça à Barcelone chez Enigma il y a 3 ans, un des restaurants d'Albert Adria qui était encore ouvert à l'époque, mais bon, on vit dans une autre époque en ce moment, une époque de transition. Donc, on voit un peu les harmonies on peut s'amuser avec ça. Donc, le monde du saké, on le dit, est très complexe. Et chaque étape de production compte sur le résultat final. Ça veut dire comment le riz est poli, quel type de riz on a utilisé, quelle est l'eau de la région dans laquelle on travaille. L'eau a un impact considérable. Allez sur le site Tanaka 1789 echartier.com, allez à la section communautaire sakégraphie. Il y a énormément de textes de nos masterclass, il y a des vidéos qui sont là. On parle de l'eau. L'eau a une importance considérable encore plus que le riz. Le type de riz, l'eau a un impact encore plus grand. Donc, super important. Et les levures et tout ça. Donc, après ça, le shobu, le pied de cuve qu'on élabore et les méthodes. Nous, comme à Tanaka, on travaille des méthodes anciennes de 500 ans, le Kimoto, Yamahai. Donc, mais c'est en Sukujo, il y a différentes méthodes pour élaborer le saké. Tout ça, au final, va créer des subtilités. Il va créer toute une panoplie de saké incroyable. Donc, et les ingrédients qu'on va utiliser, mais les ingrédients que vous allez utiliser pour faire l'harmonie, ce que vous avez dans votre assiette. Donc, ici, on démontre, je te laisse parler, Nico, pour montrer comment certaines étapes sont importantes. Complètement. Même l'une des bases, j'aime dire que c'est un petit peu la colonne vertébrale de votre saké. On sait que le saké, il y a beaucoup d'étapes. Donc finalement, chaque étape, vous allez définir un petit peu votre style de saké. Et j'aime dire que le shubo, c'est la colonne vertébrale. C'est quelle ligne directrice vous voulez donner à votre saké. Donc si vous faites des shubos traditionnels, donc comme on retrouve les Kimoto et les Yamahai, vous allez commencer à donner beaucoup plus de gras, beaucoup plus de puissance. Et on revient souvent sur des sakés de style un peu Junmai, c'est ce qu'on disait, qui aime monter en température. Et au contraire, ou une autre philosophie, sur les méthodes modernes, telles que Sokujo, on va rechercher quelque chose de plus rafraîchissant, plus fruité, un petit peu plus tendu. Et donc, on peut retomber sur des Ginjo et des Dai Ginjo. Évidemment, tout est possible. Ce sont des grandes lignes dont on discutait. Mais c'est relativement intéressant, effectivement. Et puis, on parlait de l'eau. Alors, tu parles de l'eau, je sais que ça te branche aussi, Nico, énormément, mais ça nous branche tous les deux. C'est hallucinant, le rapport de l'eau. L'eau est une histoire fabuleuse pour diverses raisons. Comme tu signalais, l'article a été écrit. C'est la base de tout, l'eau, déjà, dans toutes les civilisations. Et même dans le saké, on regarde son impact. Et on a été surpris de voir l'impact puissant de l'eau. Finalement, l'eau, c'est presque… Alors, pour une bouteille de saké, c'est presque 30 litres d'eau utilisée, entre les nettoyages, bien évidemment, et les ajouts. Une bouteille de saké, c'est 80% d'eau, donc son rôle est très, très important. Et on se rend compte que des eaux riches, c'est-à-dire chargées de nutriments, vont donner des fermentations beaucoup plus rapides parce qu'on donne de la nourriture à nos bactéries pour travailler, donc en général, des sakés beaucoup plus riches. Alors que des eaux douces vont faire des fermentations beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes, vont nous permettre de baisser également les températures. On va développer des arômes un peu plus doux, un peu plus floral. Donc, c'était une part très, très importante. Donc, évidemment, ce qu'on a dit auparavant, si on trouve quelqu'un qui fait un ginjo avec une méthode Kimoto et de l'eau très, très riche, et est-ce qu'il serait plus dans la catégorie de Junmai, c'est une possibilité. Après, on parle vraiment sur les grandes lignes. Et la différence avec le vin, pour ceux qui ne savent pas, on n'ajoute pas d'eau pour faire le vin. Il y a de l'eau dans le raisin. Donc, c'est le jus du raisin qui part en fermentation. Et au final, dans le vin, il y a aussi 80-85% d'eau dans une bouteille de vin.
mais c'est l'eau naturelle du raisin. Le riz ne contient pas d'eau et pour permettre la fermentation du riz, il faut transformer ces sucres parce que les sucres du riz ne sont pas fermentescibles. On ne peut pas faire fermenter les sucres du riz. Donc, il faut les transformer en glucose. Pour arriver à ça, on lave le riz pour enlever ses impuretés, on le polit, on le relave, on le fait tremper pour que on va dire que le grain de riz se détende, on va dire ça comme ça. Et après ça, il y a le pied de cube, c'est le choubo, ce qu'on a vu de ça. Mais là, l'eau est nécessaire à la à démarrage et tout ça. Donc, il y a un ajout d'eau. Donc, ça veut dire que toute l'eau qu'on a utilisée dans tout le processus de production du riz a un impact. Comme un café, un thé. On boit du thé avec tel type d'eau, on va avoir un impact différent sur les arômes, sur l'expressivité des arômes, sur la texture du thé. C'est exactement la même chose. Et on travaille avec des eaux, mais le Japon est une île volcanique avec différents types d'eau au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, complètement. Donc, c'est très montagneux, le Japon. Donc, et ces eaux-là ont un impact, inévitablement, sur le résultat final. Après ça, il n'y a pas que l'eau. Plein de choses qui ont un impact. Mais c'est intéressant à to address, comme on dit en anglais. Donc, on a évidemment d'autres facteurs, hein, comme a dit François, les levures, si on rajoute de l'alcool ou non, si on est à routaine. Mais on aime dire, et il y a un article qui sortira dans Somme 360 cette fin de semaine sur la dégustation via la science aromatique, qui dit qu'en fait, on rentre dans cette zone de confort. L'harmonie nirvana, la grande harmonie, celle qui fait vibrer, évidemment, après, il faut prendre un produit précis, il faut parler de l'année, il faut parler des conditions, il faut pas. Mais ici, au moins, vous rentrez dans une zone de confort, vous savez que ça marchera. Après, pour trouver la perfection, on va dire, ici, c'est le côté humain, c'est le côté sensation, c'est le côté moment. Et ici, après, c'est libre à chacun de vous pour trouver ce grand moment. Mais en général, en bonne compagnie, il y a toujours un grand moment, donc c'est quand même relativement facile. On va terminer en montrant un exemple. On va déguster donc le Blend 001, donc le premier saké d'une série de sakés qu'on élabore à Tanaka Shuso, qui est le projet Tanaka 1789 et Chartier. Ici, c'est le Blend 001. Moi, je m'en suis servi dans un verre avant de débuter avec le thermomètre. Il est à 18,7 actuellement. Mais ce n'est pas ce que je vais goûter en premier. Je vais m'en resservir. On vient de m'apporter la bouteille qui était au froid. Je vais m'en servir dans 3-4 minutes, juste présenter un peu rapidement le projet de Tanaka. C'est extraordinaire. On a lancé le premier saké Blend 001 2018 sur le marché mondial à la fin août, début septembre de 2020. Et au mois de novembre, déjà, on récoltait 3 médailles d'argent dans les 3 concours de saké les plus importants. Parmi les plus importants, dont International Wine Challenge, qui est les plus grands dégustateurs de saké sont là, qui sont des Masters of Saké, des Masters of Wine. Donc, on est très heureux. Ce n'est pas autant la médaille, mais c'est d'être sorti du lot parmi tous les échantillons dans les 3 concours, parce qu'on a un saké qui est différent. Il n'est pas meilleur, ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est un saké qui est différent, puis on l'a reconnu, cette différence-là, puis on l'a salué. Ça, on est très heureux. Il est disponible actuellement en Ontario, il est disponible en Malaisie, à Singapour, à plusieurs endroits dans le monde, 13 pays. Déjà, il rentre aux États-Unis prochainement, c'est réglé. Et là, il est en Ontario depuis le mois de décembre avec Metropolitan Premium Wine and Sake. Et il rentre au Québec. Il est aux entrepôts de la SAQ depuis à peu près 1 mois, 5 semaines. Il est bloqué là. Et en importation privée avec Vinicolor, donc avec Alexandre Saint-Pierre. Donc, si vous êtes intéressé, il devrait être disponible 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La SAQ est débordée, changer son système informatique, le COVID, blablabla. Donc, le saké est bloqué là. Il devrait être disponible sous peu. C'est un saké qui a été pensé pour les amateurs de vin. Donc, on a élaboré de façon naturelle un saké avec un niveau d'acidité plus élevé. Les sakés ont 5 fois moins d'acidité que le vin. Rappelez-vous, je l'ai dit au début. Ici, on a seulement 2 fois moins d'acidité qu'un vin normal. On a réussi à faire ça de façon tout à fait naturelle. On travaille de toute façon de façon naturelle, handcraft, depuis 500 ans. Donc, rien que je dis on, pas moi, là, pas 500 ans. Et on a créé, bien sûr, le saké en pensant à la gastronomie. Donc, juste pour montrer, le 2018, on travaille avec différentes levures, comme tous les sakés, mais on a sélectionné des levures qui vont amener un rapport d'acidité un peu plus élevé de façon naturelle et une plus grande concentration, plus de volume. C'est un Junmai. Donc, on travaille avec un shubo, les méthodes de départ de fermentation, donc pour créer la fermentation, en Kimoto. Donc, Kimoto,
ici, bien, on a un saké qui a beaucoup plus de volume, beaucoup plus de texture et plus d'acidité. On a moins poli aussi le riz, à 70% seulement, 60-70%, parce qu'on sait que quand c'est moins poli, il y a plus d'arômes, il y a plus d'acide aminé dans la partie extérieure du riz et il y a plus d'acide aussi, les futurs acides dans le saké. Donc, c'est un peu la boutade qu'on fait souvent. Est-ce que vous allez peler des grains de raisin avant de faire le vin? Mais non, parce que dans la peau des raisins, il y a les précurseurs d'arômes, il y a les anthocyanes, les flavones, il y a plein de choses intéressantes. Donc, mais c'est la même chose dans le grain de raisin. Il faut polir, il faut enlever les impuretés, puis l'extérieur n'est pas intéressant. Mais à polir à 28, on enlève des choses que peut-être pourraient nous servir dans notre cas à nous. On ne cherchait pas à faire un Daiginjo en toute élégance. On l'a fait avec le blend 002. On a fait un Daiginjo, Junmai Daiginjo, poli à 28%. Donc, super élégant, exotique, gewürztraminer, blablabla. Ici, on voulait faire un saké avec de l'acide. Excusez-moi, de l'acidité pour les amateurs de vin. Je continue, donc, mise en bouteille plus tardivement. Pourquoi? 13 mois de vieillissement, parce qu'il avait la structure pour ça. Et on avait envie de le vacciner contre l'oxygène pour qu'il puisse vieillir 5 à 10 ans en bouteille, ce qui est très rare. Donc, c'est ce qui arrive. Très grand potentiel de vieillissement, très grand potentiel de résister à l'oxygène une fois la bouteille ouverte. J'ai des bouteilles ouvertes qui ont presque 1 an. Il n'a pratiquement pas bougé. Donc, en restaurant, à la maison, on ouvre une bouteille, on peut la boire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a aucun problème. C'est très rare dans l'univers du saké. Donc, vous voyez l'acidité, le sando, on est à 2,3. La majorité des sakés sont à 1,2 ou 1,5, 1,6 d'acidité. 2,3 entre 1,6, il y a un monde, c'est énorme. Donc, beaucoup plus d'acidité naturelle qu'on a provoquée par le Kimoto et tout ce que je vous ai dit, et une bonne part d'acide aminé. Pas la folie, mais une bonne part d'acide aminé, ce qui nous donne des molécules aromatiques dominantes, ce qui nous donne des arômes, des ingrédients dominants, pas les arômes, mais des ingrédients avec lesquels on peut le marier, et ce qui nous donne une grande cartographie pour savoir avec quoi le marier. Encore là, tout dépend à quelle température on va le servir. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour faire ce saké, pour faire des blends incroyables, il faut faire des bons sakés. On a changé l'élaboration du saké pour arriver à faire ça. Avec le Toiji, on a changé 9 étapes différentes du saké en partant du choix du riz, du polissage du riz, du type de shubo, du type de levure, de la longueur de la fermentation, température de la fermentation, du type d'élevage. Et on a produit 7 sakés différents, 3 qui ont un profil Sauvignon blanc anisé, 4 qui ont un profil Chardonnay, Bourgogne, Meursault, Montrachet, donc plus lactone. Et après, on a assemblé ça. Mais on a assemblé ça à 3 reprises pendant le vieillissement. Et même à la fin, on avait le saké qu'on voulait. Il était dans 4 cuves sur la quantité qu'on avait. Et avant la mise en bouteille, on a décidé d'assembler encore parce qu'on voyait des différences entre les cuves. J'attends, on va s'amuser, voir comment ça fait les assemblages. C'est encore meilleur. Pas assemblage à part égale, c'est encore meilleur. Donc, au final, on s'est retrouvé à faire un peu comme en cuisine quand on fait une réduction de sauce. Le chef va faire réduire ses trucs pendant 12 heures et il laisse ça toute la nuit. Il revient le lendemain, il allume, ça réduit encore un peu. Il laisse ça là, puis le soir, au moment du service, il réduit une 3e fois. Mais là, il y a toutes des strates de saveurs qui s'installent. Il y a une osmose qui se fait. Il s'est passé ça. On ne l'avait pas prévu. C'est le hasard de la dégustation, l'intuition, toutes mes 35 années d'expérience là-dedans, mes années d'expérience avec Pascal Châtonnet depuis 2011 à élaborer des vins, à faire les assemblages. Pascal est le grand master blender. Et là, la dégustation avec Nicolas et Isabelle, puis d'aller sur place avec Nicolas, puis déguster, assembler. Là, c'est pam, mais steak tout tango. Mais on est arrivé là. Et Take Two, tout tango, on a créé un saké avec une grande dualité. Profil Sauvignon blanc quand il est plus frais, profil Bourgogne quand il est en température plus élevée. Donc, entre 4 et 8 degrés. Regardez ici. Je vais regarder à quelle température est. Je viens de me servir de la bouteille qui arrive du frigo. L'autre est rendu à 19 degrés, qui était servi depuis 20 minutes, pas 20 minutes, je veux dire 40 minutes plus ou moins. Là, je suis à 7 degrés. Donc, entre 4 et 8 degrés, on ne pouvait pas le sentir. On voulait déguster le produit, puis organiser une dégustation virtuelle, puis dans différentes écoles hôtelières au Québec. Il est pris aux entrepôts. On n'y peut rien. C'est comme ça, mais on se reprendra. C'est anisé, on est à fond.
superbe attaque droite. On sent l'acidité à l'attaque et en fin de bouche. On sent la longueur en bouche de ce saké-là. C'est droite parce que c'est froid. J'ai ici des graines d'anis vert, de l'anis. L'anis vert, tout simplement, pour montrer le côté anisé. Je prends 5-6 graines. Je croque dedans, je les mouille avec ma salive, température monte, je fais sortir les huiles essentielles. Là, j'ai la bouche anisée comme si je venais de boire un pastis. Si je venais de manger de la réglisse un peu. Une vibration incroyable. Les deux ensemble, c'est de l'électricité en bouche. Il y a une sapidité en fin de bouche. Une salinité pratiquement. C'est exactement comme si je prenais un plat avec du basilic, de l'estragon, toutes les herbes anisées, du topinambour, c'est anisé à fond. Avec ce saké-là, là, il y a harmonie, ça vibre. Donc, on peut jouer avec les herbes, totalement avec un saumon. On peut jouer tranquillement avec les fruits, pamplemousse rose. Et c'est pas anisé le pamplemousse rose, mais il reste dans cette famille-là avec le fenouil ici. Pamplemousse rose, fenouil, sauvignon blanc, c'est un grand classique. Donc, on peut jouer, on peut détourner un petit peu les choses. Après, on commence à monter en température. Ici, dans le deuxième verre, je suis déjà quand même à... Il va monter. Là, il était tantôt à... Il est rendu à 19,5. 19,5. Entre 8 et 12, on joue entre les deux. On peut faire des harmonies avec des plats sauvignon blanc et des plats tranquillement qui vont vers la plus d'umami. Donc ici, on a les pois verts qui sont très sauvignon blanc, mais on a la réduction de tomates qui est très umami. On a les langoustines qui sont très sauvignon blanc. Vous voyez, on commence à tranquillement changer de monde. Oups, on a du jamon, le jambon ibérique, espagnol, mais qui a été séché au four, puis avec des trucs lactones, donc du chicharron, des oreilles de Christ presque, au Québec, du gras de porc, mais salé, séché, avec une purée d'abricots, puis avec une petite herbe, la sauge, qui va venir faire le petit lien anisé là-dedans, mais très subtil. Et puis, entre 12 et 16 degrés, on est plus dans le morceau montrachet chardonnay, style. Alors là, on monte vers ce qu'on montrait tantôt, les pétoncles, l'umami, la structure, les fromages. On est là. Alors, encore une fois, les pétoncles marinés, mais avec un dashi, marinés dans un dashi avec de l'érable, puis avec comment on appelle ça, l'anguille japonaise. C'est quoi en japonais déjà, Nico? Là, les anguilles japonaises, barbecue, là, marinées, là. Ah! Unagi. Unagi, oui. Quelle honte. Unagi. Unagi. U-N-A-G-I. Unagi. Ce sont les anguilles japonaises. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. On en trouve au Québec aussi, déjà préparé. C'est un régal. Avec un saké comme ça, c'est top. Après ça, quand on monte en température, 16-20 degrés, je suis à 19 degrés en ce moment. Alors, j'aurais pu le faire avant ça. La truffe. On est encore dans l'univers des lactones, mais on rentre dans l'univers de la truffe. Les molécules de la truffe dans ce saké-là, quand la température monte. Donc, on peut faire vieux parmesan vieilli. Ici, c'est un espuma de vieux parmesan au café et aux truffes. Café et parmesan partagent les mêmes molécules. Et puis, lactone et compagnie. Et puis, diacétyl et compagnie. Et puis aussi, le DMS, la truffe. Alors, on vient créer quelque chose. Ici, j'ai des flocons de coconut, donc de coco, de noix de coco, mais non sucrée. Et moi, de mon côté, je vais faire l'essai avec la poutargue. Bon, j'avoue, j'ai déjà goûté juste avant et c'est dithyrambique. Volume, texture. On a l'impression qu'il y a un boisé qui apparaît sans arôme vanillé. Là. Texture, amplitude, longueur en bouche encore plus long. Ce saké, pour moi, le Blend 001, il est extraordinaire parce qu'il est extraordinaire au niveau harmonique, je parle, là, au niveau qualité, c'est à vous de décider. Mais à table, la même bouteille sortie du frigo très froide à 5 à 8 degrés, on la laisse là, on ne la met pas dans un seau, puis on peut jouer sur 3, 4, 5 plats, puis on laisse monter à température. C'est extraordinaire, c'est une expérience en soi. Ça nous amène ailleurs. Il n'y a pas grand produit que cette polyvalence-là de jouer à la fois sur le type anisé Sauvignon blanc, sur le type morceau, Montrachet, puis on a une longueur en bouche, on a une grandeur. C'est un grand saké. Et voire plus, et c'est intéressant sur l'effet de l'alcool.
avec la poutargue, par exemple, ou quand on monte en température, beaucoup de gens ont peur en disant mais si on monte en température, on va sentir l'alcool, ce qui est tout à fait logique. Mais quand on commence à mettre des plats beaucoup plus puissants, tels que le unagi ou même la poutargue, comme elle reste en bouche, l'effet un petit peu d'alcool, on est à 16,5, mais ça vous donne une légèreté en bouche. C'est comme si ça venait détendre un petit peu la poutargue en bouche et ça vous donne beaucoup plus une longueur. Ça vient un petit peu la challenger et c'est même très important. Si vous mettez quelque chose de très plat avec la poutargue, et je pense que c'était l'une des questions de Gwenaël, c'était de dire qu'est-ce qu'on marie avec ça qui est tellement, surtout celle-ci qui est très salée, qui reste en bouche, qui vient jouer. Eh bien, par exemple, un saké, parce que vous allez directement venir la challenger et il faut aller sur des choses telles que des junmai. Et n'ayez pas peur de l'alcool du saké. On le dit souvent, mais le plus important, c'est l'équilibre. Vous pouvez avoir j'ai déjà goûté des vins à 12 degrés d'alcool et pourtant vous sentiez que ça parce que vous avez l'acidité d'un côté, l'alcool de l'autre et une vinification un peu mal réalisée ou à l'inverse, des grands Châteauneuf du Pape à 14,5. Je vous promets que seule la bouteille, le lendemain, c'est un autre problème. Mais sur le moment, c'est un grand plaisir. Et la majorité des sakés sont entre 15 degrés et 19 degrés. Mais quand ils sont grands, l'harmonie fait en sorte que l'alcool, on ne la sent pas au nez, on ne la sent pas en texture, en bouche, en brûleux, et dans le corps aussi. Donc, par expérience, parce qu'on en boit du saké, on en a bu et on en boit. Donc, et quand l'harmonie est là, il n'y a aucun problème. Je donne souvent l'exemple d'une petite syrah de Turley que j'avais goûté au début des années 90 avec eux. Et elle était à 17,5. Et quand j'avais vu sur l'étiquette, ça m'avait fait peur. Je dis 17,5, c'est grand malade. Alors, on a l'impression d'avoir un Porto un peu, parce qu'en plus, il y avait cette sucrosité-là au niveau de la maturité, la surmaturité des fruits. Mais on ne sentait pas l'alcool. C'était fabuleux. C'est une grande harmonie. La meilleure petite syrah que j'ai jamais goûtée. C'était fabuleux. Donc, harmonie, ça a été une leçon. Comme certains produits de Zenombrecht, quand l'harmonie est au rendez-vous, même quand il y a du sucre, on ne le sent pratiquement pas. Il y a une harmonie entre l'acidité, le sucré, l'amertume. Il y a des amers en fin de bouche. Tout est là. Et pour revenir sur la poutargue, c'est karasumi au Japon. Je voulais quand même rectifier mon japonais, qui est de plus en plus difficile à cause des non-voyages. Oui, voilà. Exactement. Donc, voilà. Je veux dire merci à tout le monde. Il restait une d'avoir dernière été. question juste qui vient d'arriver. Je vais y Vas-y. répondre le plus rapidement possible. De Mathieu qui demandait si le nigori était-il une traduction de saké japonais. Comment fonctionne-t-il pour les accords? Il faut savoir sur le nigori en tant que tel, oui, c'est une tradition, mais en fait, ça s'appelle muroka traditionnellement. Ce sont des sakés qui étaient faits à la maison. Donc, finalement, quand vous faites à la maison, on vous file très rarement. Donc, on peut dire que la base du nigori est une tradition japonaise. Il faut savoir que les sakés 100% non filtrés sont interdits. Donc, les muroka, pour des thèmes évidemment de taxes dans l'histoire, le gouvernement interdit de les faire à la maison parce que l'intérêt de l'alcool, c'est quand même de taxer et de gagner un petit peu d'argent. Et donc, maintenant, le nigori est sorti. Donc, il faut savoir que le nigori est toujours très, très, très légèrement filtré, mais dans des filtres plus lâches, évidemment. Et en termes d'accord, il faut voir, c'est tellement versatile et il faut voir quel type de nigori. C'est ceux qui peuvent être vraiment sur une texture un peu vraiment presque de lait et voir cette gamme aromatique. L'analyse est relativement compliquée. On est sur des choses beaucoup plus fraîches pour le côté texture sans aucun doute. C'est très lactone et une benzaldéhyde. Benzaldéhyde, c'est l'amande. Donc, on est dans les accords avec tout ce qui est amande et tout ce qui est lactone, un peu comme les Bourgognes blancs. Donc, on est dans cet univers-là en gros, bien sûr. J'ai jamais goûté de grands nigori. J'ai goûté beaucoup de nigori dans ma vie. Des grands jamais, mais de très bons, de moyens. Il y a un peu de tout, mais c'est un beau produit qui a sa place, bien sûr. Autant en entrée qu'avec les fromages. Et nigori avec les fromages, c'est très intéressant. Donc, un verre, une bouteille, c'est beaucoup, et un verre, c'est très intéressant avec certains desserts. C'est très intéressant, le nigori. Il y a des nigori mousseux aussi. Donc, sparkling nigori, très intéressant. Encore une fois, merci à la CSP. 1000 merci. Domo arigato de nous avoir permis de partager notre passion, notre savoir sur le saké et toutes les expériences qu'on vit au Japon depuis ce projet-là qui a débuté en 2017. Et j'espère qu'on aura chance encore de le faire en direct au Québec parce que j'ai pas mis les pieds au Québec depuis 1 an à cause de ce que vous savez. Notre ami, non pas notre ami, mais la COVID, Dame COVID.
Donc, et j'espère qu'on pourra le faire en personne, faire la tournée, aller vous voir, aller faire déguster nos sakés, parce qu'il n'y a pas seulement un saké, il y a d'autres sakés, Tanaka, faire déguster nos sakés, discuter de sakés, faire des harmonies, s'amuser. Alors, mais en attendant, santé plus que jamais à tous, Kampai, et prenez soin de vous, soyez prudents, et que la restauration québécoise puisse revivre le plus tôt possible de façon vivante et communicative comme elle l'a toujours été. Alors, merci Nicolas. Merci beaucoup. Et si je reste ami avec toi, je viens avec grand plaisir au Canada. Ça, tu le sais. Merci beaucoup, la CSP. C'était top. C'était un honneur de pouvoir partager et d'en faire partie. Merci encore. Arigatou gozaimasu.